En manchette ce soir, suivi de la relocalisation des sinistrés à Lassar. Un mois après le feu, quel est l'avenir de la ville et de ses entreprises? Les gens ont été hyper aidants. On a eu beaucoup de dons en argent, en meubles, en vêtements. Diminution des guichets et centres de services des jardins dans la région. On demeure bien démunis face à la situation parce que ce sont des entreprises privées. Et on vous amène dans une nouvelle ferme agricole expérimentale à Val-d'Or. C'est une ferme école agroécologique. Avant tout, c'est un projet d'éducation, c'est un projet de recherche, c'est un projet de découverte. Bon vendredi soir et bienvenue au TVA 18h. Pour commencer ce bulletin, on revient sur l'incendie qui a frappé le centre-ville de Lassar il y a maintenant un mois. La relocalisation pour les sinistrés tire à sa fin. Sophie Média-Villarivard fait le bilan. Sur les 22 Lassarois qui se sont retrouvés à la rue après l'incendie du 21 juillet, 5 ont déjà retrouvé un logement permanent. Les autres sinistrés sont hébergés par des personnes de leur entourage. Après l'incendie, la ville de Lassar et plusieurs organismes de la MRC d'Abitibi-Ouest ont rapidement pris en charge les personnes touchées. On a mis en place notre mission de notre plan de sécurité civile, qui est la mission Aide aux personnes, qui ont travaillé avec le CIS et la Croix-Rouge là, pour, après le 72 heures de la Croix-Rouge, pouvoir aider les gens, les sinistrés, le temps, les entreprises que les résidents, les gens là, qui avaient perdu leur résidence. Là. Une campagne de dons a été lancée pour recueillir de l'argent, des meubles et différentes ressources pour la relocalisation. La Maison Saint-André a aussi offert des vêtements et de l'aide alimentaire aux sinistrés. Ça m'étonne à chaque fois comment que les gens sont généreux en Abitibi-Ouest. Oui, il y a 26 500 $ qui a été recueilli, là. Puis la plupart des dons venaient de la population. Là. Au début, c'est sûr, c'était déstabilisant pour eux. Mais là, présentement, là, je vous dirais que ils viennent pas mal moins là, chercher l'aide alimentaire. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont retrouvé un petit peu le cours normal là, des journées. Là. 13 entreprises avaient également été la proie des flammes. La majorité des gens ont réussi à des petites entreprises qui abritaient les logements ont réussi à se relocaliser, donc offrent maintenant leurs services à nouveau. Au niveau du restaurant Léo Pizza, le cinéma, entre autres, le dossier avance, sont en cours, regardent s'ils vont reconstruire, se déplacer, qu'est-ce qui va se passer. Le dossier avance tranquillement. Le restaurant Léo Pizza fait présentement des travaux et installations pour une éventuelle relocalisation et les débris de l'incendie n'ont toujours pas été nettoyés parce que c'est la responsabilité des propriétaires et que les démarches de réclamation avec les assureurs se poursuivent. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Lassar. Le mouvement Desjardins annonçait en début d'année vouloir réduire d'environ 30 ses centres de services et ses guichets automatiques d'ici 2026. Et dans la région, on constate de plus en plus les effets de ce plan de réduction, comme nous le rapporte André Audet. Il y a 2 mois à peine, les centres de services de Malartic et Barrault fermaient leurs portes. Quant aux guichets automatiques, on en compte de moins en moins. À Rouyn-Noranda, ceux de l'hôpital et l'UQAT ont été retirés dans les derniers mois. Des caisses ont réduit le nombre de machines à l'intérieur de leurs sièges sociaux. Et dans les dernières années, des centres de services avaient aussi fermé en Abitibi-Ouest et au Témiscamingue. Ce qu'on nous a dit chez Desjardins à ce moment-là, et on parle d'il y a quelques mois, c'est que le Témiscamingue avait déjà donné, qu'il restait beaucoup de services à réduire et qu'en conséquence, on ne risquait pas ou on risquait peu d'être concerné par les actuelles fermetures. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, rappelle que le pouvoir des élus pour contrer la réduction de services chez Desjardins est limité. On peut revendiquer le maintien de services, on peut débattre et argumenter sur le service à la population, sur la qualité des services, mais ce sont des services privés. Desjardins, c'est une coopérative. Il est possible que si l'ensemble des membres s'objectent aux fermetures envisagées, on en vienne à obtenir qu'il y ait moins de fermetures et qu'ils maintiennent les services. Il reste actuellement 9 centres de services et 16 lieux où on retrouve des guichets automatiques dans la région. Dans la MRC d'Abitibi, mis à part Barrault, aucune autre municipalité en périphérie d'Amos n'est desservie par Desjardins. Si on veut maintenir nos cœurs villageois en santé, il faut avoir des services de proximité. Desjardins, c'en est un, Post Canada, c'en est un autre, mais il y a aussi des services d'infirmières, des services de proximité
Moi, j'y crois et je suis conscient que d'offrir des milieux dynamiques ruraux, c'est essentiel pour que les communautés plus urbaines puissent survivre. Par courriel, Desjardins rappelle que la fermeture des centres de services et des guichets automatiques sont déterminés par le conseil d'administration de chacune des caisses et font suite à une évaluation de leur taux d'utilisation. Seules les caisses d'Amos, du Témiscamingue et de l'Est de l'Abitibi nous ont confirmé qu'aucune autre réduction de services n'est à venir. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous remarqué une diminution du nombre de guichets automatiques dans votre secteur? » Vous avez répondu oui à 79 %. Et dans le domaine aérien, les pilotes d'Air Canada votent à 98 % pour autoriser un recours à la grève. Les représentants syndicaux de l'Association des pilotes de ligne internationale peuvent l'utiliser pour arriver à une entente avec le transporteur aérien. Selon le syndicat, les travailleurs ont un taux de rémunération et des clauses de qualité de vie qui ont été négociées en 2014. Dans la région, on rappelle que la seule liaison aérienne faite par Air Canada est Rouyn-Noranda-Montréal. Et sur un autre sujet, 2 Val-d'Oriens ont amorcé il y a 2 mois la construction de la ferme d'Arma. Il s'agit d'un projet de recherche et d'éducation à mini-échelle dans le but de faire valoir les principes de l'agroécologie. Alexis Dumont les a rencontrés. Caroline et Louis-Éric sont 2 excellents amis dans la vie, mais maintenant, depuis 2 mois, ils sont aussi partenaires d'affaires alors qu'ils ont lancé leur projet de ferme d'Arma à Val-d'Or. C'est une ferme école agroécologique. Avant tout, c'est un projet d'éducation, c'est un projet de recherche, c'est un projet de découverte puis aussi de revalorisation. C'est aussi vraiment une bonne place pour l'apiculture. Là. Déjà, on l'a vu cette année, les ruches étaient pleines à craquer. Donc, on va essayer de miser là, sur le miel, les œufs, puis aussi sur les végétaux comestibles. L'idée est venue à la base d'un rêve de Caroline. Le rêve, il est dans ma tête, là, le projet. En fait, j'ai étudié en agroécologie. Fait que c'est sûr que c'est vraiment vers les concepts, les principes de l'agroécologie là, que j'ai envie de bâtir la ferme. Puis quand Caro est arrivé avec l'idée d'acheter une ferme, j'ai fait « Hey, veux-tu être copropriétaire? » Plutôt, est-ce que tu veux... Veux-tu un copropriétaire? Donc, j'ai embarqué dans le projet, puis depuis 2 mois, j'apprends c'est quoi une ferme. J'apprends à gérer cette entreprise qui est naissante. Le projet est notamment possible grâce à leur belle complicité, alors que chacun a son rôle en fonction de ses forces. C'est le fun parce qu'on va pouvoir compléter nos forces. Comme Louis-Éric, lui, va plus s'occuper du côté administratif, tout ce qui est comptabilité, demande de subvention, la paperasse de la ferme, finalement. Puis, moi, je vais pouvoir passer plus de temps dehors. Ouais. C'est merveilleux. Puis c'est un beau partenariat parce que ça la dégage de travail, tu sais. Puis c'est beaucoup de jobs de travailler sur une ferme. Puis, moi, ça me dégage pas non plus des tâches manuelles. Mais en même temps, moi, je suis un gestionnaire de projet, j'aime ça, monter de la paperasse. Ce qui est quand même assez absurde. Dans la vie, le monde n'aime pas ça, la paperasse, sauf peut-être moi. La ferme n'ayant pris naissance que depuis 2 mois, les 2 entrepreneurs visent également grand pour le futur. C'est un projet, c'est un mode de vie. Puis si on peut inspirer les gens de la Vallée de l'Or à atteindre une autosuffisance alimentaire, bien ça c'est un bel objectif, je crois. Puis aussi, on n'est pas dans la croissance à pu finir. On est dans l'autosuffisance alimentaire. C'est sûr que la taille ou l'ampleur de la ferme, bien, ça va dépendre des gens qui vont vouloir s'impliquer avec nous, qui vont vouloir travailler sur la ferme, qui vont vouloir venir nous aider. Donc, on va voir, dans le fond, au fil du temps, là, si on crée une belle grosse communauté, bien, ça va être une belle grosse ferme. Si on crée une belle petite communauté, bien, ça sera une plus petite ferme, puis ça va être bien correct. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. On vous en parlait hier des efforts écologiques d'Anico Eagle à son complexe canadien de Malartic. Eh bien, justement, ça se traduit aussi par l'électrification de leurs équipements. Par contre, quelques obstacles leur mettent des bâtons dans les roues. Félix Blaquière nous explique. Dès le départ, c'était clair pour nous, on avait une vision électrique. Agnico Eagle soutient que l'écologie est au centre de leurs valeurs. Et cela passe notamment par l'électrification de leurs équipements. Au niveau des équipements de service, des boulonneuses,
c'est déjà des équipements qui marchent électriques. Fait que nous, scooters, on se connecte sur du 600 volts, ligne électrique, puis on utilise des foreuses pour mettre des poulons, forer les volets. Ce type d'équipement-là était juste motorisé diesel. Fait que pour se déplacer de place, il y avait un moteur diesel. Fait que nous, ce flotte-là est à 60 électrique actuellement. Et la minière est partie prenante de son virage électrique avec les équipementiers depuis le début de ses opérations à Malartic. On a travaillé avec les équipementiers, on s'est beaucoup amélioré. L'industrie aussi, on a collaboré, mais l'industrie en général a collaboré aussi, les autres mines d'Agnico. Cependant, il se frotte à des obstacles, comme notamment les limites actuelles au niveau technologique. Il donne l'exemple des chargeuses navettes pesant 65 tonnes. Il faut comprendre que les chargeuses navettes, les scoops qu'on appelle dans notre langage, camions, la flotte est diesel. C'est des équipements flambant neufs qu'on a. La technologie n'existe pas encore au niveau équipement à batterie pour des équipements de cette grosseur-là. Nous, c'est sûr que la tonneur est basse, il faut passer beaucoup de tonnes, fait que ça prend des gros équipements. L'entreprise minière reste toutefois proactive en la matière. On a une équipe la semaine prochaine qui va être en Suède pour aller voir avec Epiroc. Nous, on a une flotte Epiroc ici à Odyssée. Fait qu'il y a des gens qui vont aller voir une flotte Epiroc qui font des tests au niveau avec un trolley. Fait qu'un peu comme une espèce de tramway, si on veut, là, avec relié à un des câbles électriques. Fait qu'on en regarde voir est-ce qu'il y aurait la possibilité éventuellement de le faire là-dessus. Un autre obstacle à leurs ambitions électriques est la limite énergétique que peut leur fournir Hydro-Québec. Parce qu'il faut une autorisation du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie avant le raccordement des installations d'une puissance de 5000 kWh et plus. La capacité d'Hydro-Québec de fournir en énergie aussi, qui est vraiment un enjeu aussi. Là, on voit ça des fois dans les journaux, on dit c'est plus ou moins vrai. Je peux vous dire que c'est vrai parce que des projets qu'on a, mettons, électriques, puis c'est pas une plainte envers Hydro-Québec en passant, là, mais on a des projets, des fois, qu'on peut y aller électrique au gaz naturel pour chauffer de l'eau, puis il faut y aller au gaz naturel parce que la capacité n'est pas là. Agnico Eagle est en processus d'électrifier davantage leurs équipements et ultimement, la minière souhaite une flotte 100% électrique quand la technologie le permettra et si la capacité énergétique est au rendez-vous. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Malartic. Toujours dans la vallée de l'Or, la 6e édition du souper communautaire de Val-d'Or a été un succès selon les organisateurs. 1300 repas ont été servis et l'événement a accueilli 1100 convives en plus des bénévoles et des exposants. Le conseiller en relation avec les milieux, Paul-Antoine Martel, affirme qu'il y a eu peu d'attentes. Les personnes sont restées sur le site pour les activités et il y a aussi eu la collaboration des organismes et des entreprises. Le conseiller ajoute que l'empreinte écologique a été minuscule avec seulement un quart de bac vert de déchets. En éducation maintenant, les cégeps connaissent la plus forte hausse des populations étudiantes depuis 25 ans. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue n'y échappe pas avec une hausse de 6,8 %. Il y a donc 141 personnes inscrites de plus que l'an dernier. Et au Québec, il y a aussi une hausse de 14,4 % par rapport au nombre d'étudiants internationaux dans les cégeps à la même période l'an passé. C'est une excellente nouvelle pour tout le Québec et un signe promoteur pour l'avenir, a déclaré la présidente directrice générale de la Fédération des cégeps. Et dans le milieu universitaire maintenant, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l'Unité d'enseignement et de recherche en création et nouveaux médias créent un nouveau laboratoire de recherche et d'innovation. Il s'agit du Confluence Lab qui sera dirigé par le professeur Maxime Bonin. Cet espace vise une approche de recherche partenariale, de recherche-création et de recherche traditionnelle. Dans un autre dossier, la 7e édition des Journées du patrimoine religieux va se tenir les 6, 7 et 8 septembre prochains. Ici, dans la région, 5 sites sont inscrits à la programmation. L'église Saint-Urbain de Rémigny, l'église Saint-Sauveur-les-Mines de Val-d'Or, l'église orthodoxe russe Saint-Georges de Rouyn-Noranda, l'église Saint-Jean l'Évangéliste de Macamic et l'église Saint-Ignace de Loyola de Cloutier. Expositions, concerts, conférences, visites, présentations d'orgue, tournages vidéo et ateliers de création sont au programme. On se déplace au Témiscamingue. Les citoyens sont invités à une séance d'information et de consultation publique concernant le projet de redéfinition de l'église de Lorrainville. Cet événement va se tenir le mercredi 4 septembre à 19h à cette même église de Lorrainville. Ce projet de redéfinition a pour but de préserver le patrimoine de l'Église tout en adaptant son usage pour répondre aux besoins actuels et des futurs des résidents. Le bâtiment est actuellement sous-utilisé et pourrait être optimisé. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, c'est Marie-Luce Doré, directrice générale du FME. La guinguette chez Edmund a terminé sa saison la semaine dernière. Je vous fais un bilan après la pause à la chronique culturelle. Merci.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Cet été, visitez les marchés de la région grâce à un partenariat avec Meubles Marchands et les marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous invitons la population à rencontrer producteurs, transformateurs et artisans. Les retombées économiques pour nos marchands en 2023 se chiffrent à 555 000 $. Venez découvrir, savourer notre région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Justine, la saison estivale tire à sa fin pour la guinguette chez Edmund à Rouyn-Noranda. Au total, c'est environ 4000 personnes qui ont assisté aux 15 soirées festives cet été à la Guinguette. Des artistes de la région, mais aussi partout au Québec ont performé. La Guinguette chez Edmund, c'est vraiment un projet qui favorise le vivre ensemble, qui stimule la découverte musicale et qui permet aux citoyens d'avoir un endroit pour se rejoindre en famille ou entre amis. L'organisation est très satisfaite de cette saison estivale. Ça a été un été vraiment exceptionnel, autant au niveau température, on a pu tenir toutes nos soirées comme prévu, donc Dame Nature a été généreuse avec nous. Puis on a eu vraiment beaucoup de personnes, à toutes les fins de semaine, des gens qui venaient autant pour les DJ qui ont connu un fort succès et nos spectacles du vendredi pour faire des découvertes musicales en route vers le FME avec des artistes un peu émergents. Donc, ça a été un été là, vraiment exceptionnel. Vraiment, les DJ, là, les jeudis soirs, ça fonctionne. On avait une belle sélection de DJ locaux, régionaux. Je pense que ça attire toujours les gens, là, évidemment. Puis c'est sûr que ce qui est le fun, c'est quand on s'associe à des événements comme le MOFAT ou le FHE, ça fonctionne. Évidemment, le spectacle de Valère, là, pour le spectacle de la Fondation Santé était vraiment un grand succès, puis on a beaucoup entendu parler. On est très contents de cette collaboration-là. L'organisation espère avoir l'aide de commanditaires pour ramener la guinguette l'année prochaine. Et avant d'hiberner pour l'hiver, eh bien, la guinguette chez Edmund va être présente pour vous offrir des spectacles pendant le Festival de musique émergente la semaine prochaine. Puis il y a même quelques petites surprises qui devraient vous attendre. À la Guinguette, on aura notre après-midi Hydro-Québec, donc on va avoir des spectacles en après-midi, donc Grand Eugène, Rose, entre autres, qu'on entend beaucoup à la radio. Puis peut-être des surprises aussi, peut-être des petits shows cachés. L'endroit est tellement agréable. Fait que c'est le spectacle du samedi après-midi, c'est gratuit. Puis surveillez la programmation parce qu'il va se passer des choses dans le coin. On le souhaite vraiment. Cette année, la Guinguette, ça a été rendu possible grâce à un partenaire qui est Boulon-Abitibi, qui nous a vraiment aidés. Pour l'année prochaine, bien, on cherche un partenaire, donc qui sait, peut-être qu'il est à l'écoute. On lance la balle, puis on souhaite vraiment revenir l'an prochain parce qu'on sait comment la population aime sa guinguette. Et justement, en parlant de la guinguette chez Edmund, demain, il y aura aussi un pique-nique interculturel. L'événement est organisé par la Mosaïque interculturelle. Ça a lieu demain de 11h à 16h ici à la Guinguette. Le pique-nique interculturel se caractérise par un grand rassemblement qui permet à toute la population de venir célébrer les diversités culturelles de la région et le vivre ensemble. Il y a des chefs cuisiniers qui vont vous faire goûter gratuitement à la cuisine de plusieurs pays comme le Vietnam, le Cameroun, le Mexique et plusieurs autres. Pour amuser les enfants, ils vont aussi avoir du tatouage au henné et des jeux extérieurs. De plus, là, il y a 2 DJ qui sont invités à jouer de la musique du monde au grand plaisir des participants. Alors, ça va vraiment être une fête super le fun, super culturelle. Vous allez pouvoir découvrir de la nourriture de partout dans le monde. Les Foreurs de Val-d'Or ont confirmé l'ajout de 3 recrues dans leur alignement pour la saison 2024-2025. Après la pause, on vous dévoile plus de détails. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Foreurs confirment l'ajout de 3 recrues dans leur alignement pour la saison 2024-2025. Il s'agit de Benjamin Cossette-Ayotte, un défenseur natif de Trois-Rivières, Jacob Gucci, également défenseur qui vient de Moncton, et Benjamin Olivier, un joueur de centre de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont tous été sélectionnés en première ronde du dernier repêchage de la LHJMQ. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous.
nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, demain, Dame Nature nous envoie un petit peu de pluie. Ça devrait pas être très intense, là, mais effectivement, il y a quelques petites gouttelettes qui vont nous rendre visite. Ce soir à Saint-Denis, au nord et au sud, ça va être partiellement nuageux avec un minimum de 14. Demain, partout en région, ça va être nuageux avec un petit 40 de probabilité d'averse et même un risque d'orage en après-midi. Tout ça accompagné d'un maximum de 23 qui va quand même monter jusqu'à 28 avec l'humidex. Alors, c'est une journée très, très humide qui nous attend. Et un petit aperçu pour dimanche, là, en Abitibi et au Témiscamingue, ça va être dégagé avec un beau maximum de 27. Dimanche, ça va être la journée pour se prélasser au soleil, faire de la piscine, aller chercher une crème molle, profiter des dernières petites joies de l'été avant que l'automne arrive. Ouais, trop bonne idée. Merci, Justine. C'est donc ce qui complète le bulletin de ce soir. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine et nous, on se retrouve lundi prochain pour le TVA Midi. À bientôt.